Oula, vous êtes très nombreux, c'est chouette. Est-ce que vous avez tous des ardoises ou pas? On va vous distribuer des ardoises, qu'on va commencer par un jeu avec des stylos Velleda. Je vais vous demander d'en prendre. Si vous avez des carnets, prenez un carnet. C'est le moment avec un stylo. On va commencer par faire une petite expérience tous ensemble pour ce talk. Angie, tu peux filer les stylos en dessous, s'il te plaît? Merci. Vous êtes prêts? Je vous laisse récupérer les stylos et les ardoises. Je vais vous demander de fermer les yeux. Tout le monde. On ferme les yeux. OK. Vous êtes dans un désert. D'accord? Dans un énorme désert. Immense désert. Est-ce que vous visualisez bien ce désert? C'est bon? Vous avez une image? Dans ce désert, vous remarquez qu'il y a un cube au centre de ce désert. Est-ce que vous le visualisez bien, ce cube? Et dans quelle matière il est? Quelle taille il fait? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il est opaque? Est-ce qu'il est juste posé? Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez dessiner le désert et le cube. On est bon? Vous pouvez refermer les yeux. Dans ce désert, vous voyez toujours votre cube. Il y a aussi une échelle. Je ne sais pas si vous remarquez, dans le coin du désert, il y a une échelle. Donc là, pareil, votre échelle, est-ce qu'elle est plutôt neuve? Est-ce qu'elle est plutôt ancienne? Est-ce qu'elle est plutôt grande? Plutôt petite? Vous pouvez la dessiner. On prendra des photos à la fin. OK, fermez les yeux. Dans ce désert, il y a pas mal de choses, mais en plus du cube et de l'échelle, il y a aussi un cheval. Est-ce que vous voyez ce cheval? Vous êtes prêts? Maintenant, il va falloir dessiner le cheval. Ça se complique après le cube et l'échelle. Allez, on va voir les designers. Est-ce qu'il y a des designers dans la salle? OK, vous pouvez fermer les yeux. Et là, dans ce désert, vous allez remarquer, il y a des petites fleurs. Il y a des fleurs dans ce désert. Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup? Où elles sont situées? Vous pouvez les dessiner. Et là, on arrive à la dernière étape. Vous pouvez refermer les yeux. Et là, il y a une tempête. Une tempête, ça sombrit, ça devient la tempête. Où est la tempête? Est-ce que vous voyez une tempête? Est-ce que par rapport au cube, à l'échelle, au cheval, qui est touché par la tempête? Est-ce que personne n'est touché par la tempête? Je vous laisse vous dessiner en dernier la tempête. On est bon? OK, donc maintenant on peut commencer. On va avoir le résultat à la moitié de la conf pour pouvoir l'analyse. Il me faut que je vous fasse une petite introduction avant le résultat, parce que là je vois des dessins qui sont assez exceptionnels au premier rang. Donc on va pouvoir en échanger après. Donc si je fais cette conf aujourd'hui, c'est justement pour parler de l'intelligence émotionnelle. Okay? Et en tant que designer, je pense qu'aujourd'hui c'est important qu'on prenne cet enjeu et qu'on se rapproche de la psychologie pour se rapprocher des gens et que les expériences qu'on le design demain, elles soient bien et positives en fait pour les gens pour lesquels on design. Hop. Donc Orelsan a dit un truc assez chouette dans sa chanson Mauvaise idée, c'est qu'il dit il voit bien la différence entre réfléchis, prends ton temps, donc ce qu'on est censé faire, et la vraie vie qui est un peu plus compliquée que ça. Moi, ma vision du design, qui est assez, voilà, c'est une vision personnelle, hein, c'est que mon but, en tout cas, c'est de faciliter la prise de décision des gens pour lesquels je design. Okay, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. Et à la base, en fait, la vie, elle n'était pas censée être aussi galère. Je veux dire, si on revient à la base de la vie, de la préhistoire, c'était quand même assez simple. On avait des besoins primaires. C'était assez simple par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, le nombre de choix et le nombre d'informations qu'on doit traiter aujourd'hui. Donc moi, je résume un peu. Bon, c'est un résumé et un raccourci énorme. Pour moi, il y a eu la survie, après de la consommation, et maintenant
l'épanouissement personnel. On voit que ça devient la quête, que tout le monde cherche à faire du yoga, à se recentrer sur soi-même, à se connaître, à faire du développement personnel. On est vraiment dans ce grand mouvement-là. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les outils que vous utilisez tous les jours, moi j'ai juste fait une cartographie de ce que j'utilise vraiment tous les jours, tous les produits et services que j'utilise tous les jours. Je vous invite, si vous le faites si vous faites l'essai pour vous, de faire le test et de me l'envoyer sur Twitter. Moi j'ai remarqué qu'il y a des différents types en fait, de produits et de services que j'utilise, ça commence à faire beaucoup. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça me fait gagner du temps finalement? Et il y a un petit test que vous pouvez faire, je ne sais pas si ça va se lancer, ouais. C'est d'aller, si vous avez un iPhone, d'aller dans la batterie et de regarder quelles sont les apps et le temps que vous passez dessus. Ça vous donne une idée de voir quels sont les produits et services que vous utilisez vraiment quotidiennement. Vous pouvez le voir sur 7 jours ou sur la journée. Et quand je fais de la recherche utilisateur, par exemple, c'est quelque chose que je demande aux gens. Ils ne connaissent pas forcément cette fonctionnalité. Je demande de me faire un screenshot, de me dire est-ce que vous êtes OK de me partager les apps que vous utilisez. Ça me donne des infos qui sont très intéressantes pour mes personas. Parce que là, c'est de la réalité, c'est des stades d'usage, en fait. Donc, est-ce que tout ça me fait vraiment gagner du temps dans ma vie? Est-ce que ça me libère du temps pour faire autre chose? Parce que c'est ça, la technologie. La technologie, à la base, c'est quand même fait pour nous libérer en fait, de contraintes et nous faciliter la vie. Donc moi, ma vision, en tout cas, tout ce que je fais, le but, c'est de pouvoir libérer du temps. Et on se dit, grâce aux assistants et grâce surtout à l'intelligence artificielle, ça y est, c'est enfin l'ère dans laquelle on va avoir plus de temps et ça va nous faciliter la vie. Donc moi, j'avais comme une légère attente. Je vais vous faire un petit fil assez rapide. Il y a eu le Tamagotchi, je ne sais pas si vous avez connu. C'était assez cool. Moi, je l'ai eu 2 jours, parce que ma mère a pété un câble. Donc j'ai eu le droit de l'avoir 2 jours, parce que le truc, ça bipait en tous les sens, fallait s'en occuper. Mais on commençait à avoir un lien sympa, émotionnel, relationnel, avec quelque chose desquels on devait s'occuper. Ensuite, j'ai eu un truc assez exceptionnel. J'ai eu Pushy, le chien robot. Premier chien robot, dans lesquels vous pouviez lui parler, il faisait des actions. Il avait des réactions émotionnelles hyper drôles. Le problème, c'est qu'au bout d'une journée, c'est hyper frustrant, ça sert à rien, et on voit qu'il y a 4 fonctions et qu'après c'est fini, quoi. Donc j'étais encore déçue. Après j'ai eu le Nabastag. Donc là on m'avait tellement vendu en me disant on peut tout faire avec. Ça j'adore, on peut tout faire. Moi j'étais fan, je dis évidemment que je le veux. Je vais mettre des stamps, on collait des timbres RFID partout, et on me disait quelle action on voulait que ça fasse. Bon, le problème c'est qu'on se rend compte qu'après avoir mis sur sa tasse de café, le poser dessus pour qu'ils disent tu as bu un café, voilà. Toujours pas grande utilité, donc c'est devenu un objet déco. Parce que j'ai acheté le Mirror aussi en me disant mais si c'est plus petit, ce sera plus pratique à transporter. Pas du tout. Donc ça n'a toujours pas marché. Là, il n'y a pas si longtemps, Wilson, qui est dans la salle, qui était mon binôme à Betesti, j'ai essayé de vendre à tout le monde Glenn's Clock, qui était une start-up qui faisait une horloge connectée pour gérer son temps. Je me dis mais génial, super, hyper intéressant, je vais pouvoir faire plein de trucs. On l'a allumé au bureau, ça n'a jamais servi à rien. Ça ne m'aide pas. Par contre, ça me donnait la météo aussi. Sympa. Le dernier truc que j'ai acheté en me disant, non, là, j'y crois, c'est la Watch. Je me dis, là, non. Là, c'est Apple. On est bon, là. C'est la Watch. Bon, le design, en plus, produit est assez incroyable. Les micro-interactions sont incroyables. Mais c'est toujours pas ouf. Et tout ça m'a fait dire qu'en fait, on a 3 problèmes dans la vie. Si on regarde tous les produits... Non, mais on a 3 problèmes. Le premier, c'est la météo. C'est le premier exemple. C'est partout, on se dit la météo. C'est pour ça qu'on fait de la technologie aujourd'hui, pour avoir cette information. Le deuxième, c'est regarder son agenda. Ça, c'est le cœur. Vous avez besoin de savoir vos rendez-vous. Il n'y a pas d'autres choses qui sont plus importantes. Et des reminders pour dire mets une alarme, il faut te réveiller ou attention, tu n'as pas assez dormi. Voilà. Donc ça, c'est les 3 problèmes qu'on a dans la vie. Je pense que c'est important de le savoir en tant que designer pour ce que vous allez faire après. Pensez à l'application météo sur vos produits et vos services. Je me suis dit, bon, maintenant qu'on a Google Home, Alexa, qu'on va avoir Siri, c'est bon, ça y est, c'est parti, quoi. On va enfin avoir une expérience cool. Je vous laisse regarder. Il n'y a pas de son. Alexa, alarm off. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Voilà. Vraiment, quoi. Donc, OK, donc c'est toujours la même chose. On a Alexa, elle permet d'avoir la météo, d'appeler un Uber, d'avoir son calendrier.
et de pouvoir éteindre son réveil le matin. Super. Grosse avancée, là je suis contente, depuis le Nabastag, on fait toujours la même chose, quoi. Donc moi, ce qu'on m'a promis, normalement avec l'intelligence artificielle, quand je fais de la recherche, on me promet quelque chose qui ressemble à ça. On me dit, il y a du LNP, il y a du machine learning, on fait du speech-to-text, du text-to-speech, il y a tout ce qui a la reconnaissance d'images, etc. Et tout ça va donner l'intelligence artificielle où il y a dedans quand même intelligence. Et pas juste du contrôle vocal, en fait, contrôler un objet côté vocal. Donc, on a 3 possibilités, pour moi, grosso modo, avec l'IA. Soit on le voit comme un assistant, donc un peu un esclave à qui on demande des trucs, soit comme un partenaire vraiment métier dans lequel on va avoir un échange en fait qui va être important, soit la vision hyper terrifique, qui est le côté remplacement. Donc là, c'est Sophia, etc., tous ces robots-là, en disant non, évidemment, ils vont complètement prendre notre place et nous exterminer. Pas très cool. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est jusqu'où on veut aller, en fait, tous collectivement. Et pour ça, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la pyramide de la technologie, et c'est de se dire à quel stade on est de la pyramide, en fait, et de se dire que la technologie, le but, c'est qu'elle devienne une seconde nature et qu'elle rentre complètement dans notre vie. Et un des exemples qui est donné, c'est de se dire, par exemple, la cuisson. Alors moi, je suis toujours avec la survie, j'adore la survie, je trouve ça très drôle, à quel point ça nous a marqué encore aujourd'hui. Le fait de cuire des aliments, aujourd'hui, c'est naturel pour nous, sauf que ça ne l'était pas de base. Et donc là, c'est exactement la même chose, c'est de se dire qu'aujourd'hui, d'être connecté, par exemple, c'est pas encore quelque chose de naturel, mais je pense qu'on est en phase de le devenir dans les années qui vont suivre, que ça sera juste la base, en fait. Bon, je pense qu'il faut quand même qu'on se pose aussi la question, pour être responsable, c'était un peu le thème aussi de ce Web Today, la question écologique, parce que tout ça, faire autant de choses pour faire la météo, l'agenda et les reminders, c'est peut-être un peu moyen au niveau pour la planète, et que ça marche pas forcément top. Premier exemple, moi, qui m'énerve un petit peu, c'est la Watch. Je prends le train, elle a les infos, elle a mon billet dans Wallet, elle a tout, ok ? Et elle me dit, on y croit, est-ce qu'on ferait pas un footing dans le train ? Bah non, en fait. Non. Et après, en plus, au bout de 2 heures, elle me dit, tu t'es pas levé. Deuxième truc, elle me dit, tu t'es pas levé. Et donc, je peux être en réunion, elle connaît mon calendrier, elle sait que je suis en réunion, et elle me dit, là, c'est le moment de se lever. Ok. Là, je suis désolée, je vais me lever pendant 1 minute. Là, elle va être contente. Je vais faire mes stats en faisant cette conférence. Je vais pouvoir faire mes stats de la journée. Deuxième exemple, qui est hyper humain, c'est quand même les réactions de Google Home quand on lui parle. Vous lui demandez d'allumer la lumière, elle va dire « j'allume 4 lumières à 90%. » Ok. Personne ne vous dit ça, d'accord ? Ça, c'est pas une réaction naturelle. Le point positif de tout ça, c'est quand même que l'information, elle est personnalisée. C'est quand même une première étape. On l'attendait depuis longtemps d'avoir de l'information personnalisée. Là, c'est bon. La Watch, elle a vraiment un programme qui me correspond. Elle est personnalisée. Mais elle n'est pas adaptée à la vie réelle. Okay ? Donc moi, je suis toujours déçue. Donc c'est pour ça qu'avec l'UX, on a quand même un début de mettre au centre l'utilisateur pour designer pour lui. Dans la conf que j'avais fait l'année dernière, je parlais du design de l'instant. Donc comment on passe du design émotionnel au design de l'instant. Donc pour rappel, le design émotionnel, c'est comment je génère des émotions grâce au design, comment je vous fais ressentir quelque chose avec mon produit, avec mon service. Alors que l'inverse, en fait, le design de l'instant, c'est comment, à partir de vos émotions déjà que vous avez et de vos sentiments, j'adapte en fait mon produit et mon service. C'est la démarche inverse. Mais il nous faut aujourd'hui un petit peu plus que tout ça. Et ce qu'il faut, en fait, c'est gagner la confiance. Ça, c'est important. Mais pour ça, il va falloir que ce soit un petit peu plus intelligent, et vraiment intelligent. Donc, je vous ai mis une des théories en fait, sur l'intelligence. Que l'intelligence, il n'y a pas encore énormément de consensus sur ce que c'est. On n'a pas une définition simple et claire de l'intelligence. Mais il y a une des théories qui est les théories de l'intelligence multiple. Donc, c'est de se dire on a plusieurs types d'intelligence. Donc, ceux qui n'arrivent pas à se repérer, par exemple, pas de souci, c'en est qu'un type. D'accord ? Moi, je me perds sans arrêt, c'est pas grave, je l'ai pas celle-là. Ou celle logico-mathématique. Pas ouf non plus. En revanche, il y a 2 catégories qui sont assez intéressantes. C'est celle qui est intrapersonnelle et interpersonnel. Hop. Et ça, l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, c'est justement ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Cette photo, elle vient de Jean-Baptiste Pin, qui est photographe, qui est un ami. Et en fait, il a une série de clichés qui est complètement liée à l'intelligence émotionnelle. Elle pose énormément de questions quand on les regarde sur qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation, qu'est-ce que j'ai voulu dire, et qu'expriment ces humains, et quelle est la scène, en fait, qui est en train de se passer. Et du coup, quand on parle d'intelligence émotionnelle, d'un point de vue du design,
c'est important de commencer à définir ce que c'est, parce qu'on en parle énormément en développement personnel, mais on n'en parle pas tant que ça dans le design encore. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est simplement la capacité à reconnaître, à utiliser, à comprendre ses émotions et celles des autres. Okay, donc intrapersonnel, interpersonnel. Donc on peut être très bon à reconnaître ses propres émotions et à les gérer, et très mauvais à identifier celles des autres, ou inversement. D'accord ? Je sais pas pourquoi. Hop. Donc on a le modèle de Baron qui définit comme ça, il dit en gros simplement, pour faire un résumé, pour vous aider à comprendre, l'intelligence intrapersonnelle, c'est de conscience de soi, interpersonnel, c'est conscience des autres, on a l'humeur générale, la gestion de son stress et l'adaptabilité. Donc si vous voulez, vous pouvez scanner et ça vous donnera votre quotient émotionnel. Si vous voulez faire le test après, je vous laisse utiliser votre smartphone. Parce que quitte à s'en parler, autant qu'on voit à peu près quels sont les stats et les scores, n'est-ce pas Romain ? Faut pas être vexé si c'est bas. C'est à développer, c'est du potentiel à développer. Okay ? On est bon ? Donc, dans l'intelligence émotionnelle, on a une partie qui est l'empathie. Vous savez, on en parle énormément en design d'expérience utilisateur, c'est l'empathie, il faut absolument être empathique avec les autres, etc. Sauf qu'en fait, l'empathie, c'est important de le définir, parce que quand j'entends ça chez mes étudiants, je vois toujours qu'il y a un léger problème de définition. Le but, c'est de comprendre les sentiments, les émotions d'un autre individu, mais sans jugement, d'accord ? Et c'est de comprendre aussi ses croyances. Ce qui est complètement différent de la sympathie, par exemple, dans laquelle on a de l'affect pour la personne, de la compassion. La compassion, c'est une capacité à ressentir ce que sent l'autre, c'est pas de l'empathie. Et la dernière, c'est la contagion émotionnelle. C'est pareil, c'est pas la même chose. Vous pouvez rire, avoir des fous rires, avoir une complicité avec quelqu'un, mais c'est quand même pas de l'empathie. Ok ? Ah, il manque entre les deux. Il manque un slide, c'est pas grave. Entre les deux, en fait, il y avait l'empathie. Ce qui est intéressant, ce qu'on a découvert, c'est que c'est pas humain. C'est aussi chez les animaux. Les animaux sont empathiques. Et même le campagnol des prairies est empathique. D'accord ? Il va faire attention aux autres. Et un petit truc pour vous en souvenir, c'est que par exemple, la cruauté, ça requiert de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose de naturel, en fait. On le fait naturellement les uns avec les autres. Il n'y a pas des gens qui ont de l'empathie et d'autres qui n'en ont pas. Okay, c'est vraiment quelque chose, on peut ne pas avoir de sympathie, mais l'empathie, tout le monde est capable d'empathie. Et la cruauté, vu que c'est le plaisir de faire souffrir l'autre, on a quand même de l'empathie pour comprendre qu'il souffre, en fait. Ok ? Mon compagnol des prairies, très important. Donc, si on fait un point sur le design, aujourd'hui et demain, on va avoir besoin de designer de l'interaction, notamment quand on parle d'intelligence artificielle, c'est que de l'interaction qu'on va designer, qui va être à la fois fonctionnelle, mais aussi émotionnelle, prendre en compte vos émotions, vos sentiments. Donc on va pouvoir designer le contenu, le moment, la relation, l'expérience, l'humeur, etc. Et pour designer, il faut connaître. Okay, donc je vais vous donner des guidelines pour vous aider. Pour pouvoir designer, évidemment, en pleine conscience. Et comprendre quel est l'impact de ce que vous allez designer sur les humains. Parce qu'à partir du moment où on sait, en fait, quand on ne sait pas, on n'a pas de responsabilité. Quand on sait, on a une responsabilité. Maintenant que vous savez, commencez à voir ce que c'est l'intelligence émotionnelle, dans tout ce que vous allez designer et faire, vous allez avoir un impact sur les gens que vous allez toucher. Donc vous êtes responsable, en fait, de ce que vous allez générer comme expérience. Première chose, merci Socrate, connais-toi toi-même. Okay, si on ne se connaît pas soi-même, c'est très dur d'aider les autres, ou en tout cas de designer des produits, des services pour les autres. Donc moi, je vais vous donner 4 leviers pour vous aider et pratiquer ça, que vous soyez designer ou pas designer, c'est tous ceux que ça intéresse, en tout cas, d'ajouter de l'intelligence émotionnelle dans vos produits et services. Le premier, c'est comprendre ce que c'est une émotion et ce que c'est un sentiment. Le deuxième, c'est de faire la différence entre agir et réagir. Le troisième, c'est les tests d'association implicite. Ça, je vais vous l'envoyer, je vais vous le faire tester. Vous allez voir, c'est assez particulier. Et le dernier, c'est la visualisation. C'est l'exercice qu'on a fait au tout début quand vous êtes arrivé. Donc c'est parti. La différence entre une émotion et un sentiment, c'est assez intéressant. L'émotion, c'est physique, c'est une réaction physique. Okay, donc il y en a 6 qui ont été définis. Si vous avez vu Vice Versa, le film, c'est complètement ça. C'est la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère et la surprise. Ça, on est capable de le voir, en fait. D'accord ? C'est d'abord le physique avant d'être autre chose. Et une émotion, c'est momentané. Vous ne pouvez pas être dans l'émotion H24, c'est trop fatigant. Okay ? Alors qu'un sentiment, c'est un peu différent. Un sentiment, il y a plein de sentiments. D'accord ? Et c'est sur du long terme. Vous pouvez être amoureux, ça peut être très long ou très court, mais ça va être plutôt du long terme. Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la roue des émotions, que je vous invite à regarder.
Et il y a une assoce qui en fait une espèce de roue qu'on peut essayer. C'est déjà pour voir si vous êtes capable d'identifier vos propres émotions et surtout vos sentiments. Et dire le bon sentiment, le bon mot pour qualifier ce que vous ressentez. D'accord ? Donc vous avez toute une roue sur laquelle vous pouvez jouer et voir la différence entre se sentir accompli ou se sentir positif, etc., etc. La deuxième chose, évidemment, qui est très liée en fait, aux émotions et aux sentiments, c'est la communication non violente. Donc c'est de se dire, est-ce que je suis capable de dire ce que je vois, ce que je ressens, ce que j'ai besoin, et de demander pour être en interaction avec les autres. Donc ça, c'est quand je veux demander quelque chose. Et quand j'écoute quelqu'un, est-ce que je suis capable d'être dans une posture, justement, pas de jugement, mais vraiment d'écoute. Et ça, pour la recherche utilisateur ou le test utilisateur, c'est important, en disant, OK, comment je reformule et comment j'essaye d'aider la personne, comment j'essaye d'être en interaction avec elle. C'est juste un petit tips. Deuxième tips pour moi qui est important, c'est agir versus réagir. Alors pour faire simple, quand vous agissez, c'est que vous êtes avec votre système 2, vous décidez d'agir et de faire une action. Réagir, c'est quand il y a quelqu'un qui vous parle, par exemple, et que vous avez envie de lui arracher la tête. Vous savez, il y a un truc en vous qui fait « Ah !» ok ? Je vous dis bah, « Je pourrais l'étrangler, je pourrais faire plein de choses. » D'accord ? Ça, c'est de la réaction. C'est plus fort que vous. Tout ce qui est plus fort que vous, c'est de la réaction. Okay ? Et ça, vous devez être capable de définir, de voir la différence entre agir et réagir. Quand vous réagissez, c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Okay ? C'est que la personne en face de vous fait un miroir de quelque chose en fait, que vous détestez au plus profond de vous. Voilà, c'est lié à vos croyances. Si vous avez vu des confs sur les biais cognitifs, vous pourrez apprendre les différents biais et voir leur impact. Okay ? Donc réagir, c'est pas grave, mais il vaut mieux s'en rendre compte et se dire, ok, c'est pas la faute de la personne en elle-même, c'est ce qu'elle représente qui est complètement à l'envers par rapport à mes valeurs et mes croyances. Donc là, quand vous avez envie de tout brûler, on se calme, c'est pas grave, c'est pas de la faute de la personne en face. Avant-dernier truc, les tests d'association implicite. Donc, alors c'est pas, vous allez voir, c'est pas forcément cool. Ça permet de voir qu'est-ce que vous pensez au fond de vous, d'accord ? Donc, est-ce que vous avez une préférence, par exemple, pour certaines couleurs de peau, pour les races, pour l'orientation sexuelle, pour les pays, etc. Ça peut être neutre, mais vous pouvez voir qu'entre ce que vous dites et ce que vous pensez vraiment, il y a un décalage. Et ces tests-là, si vous voulez les faire, ça fait partie du MIT, d'un projet du MIT. Ils sont assez intéressants et vous allez être hyper surpris. Donc, là, avec des collègues, c'était assez drôle. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils étaient un peu racistes, alors que pas du tout. Hein, mais ça donne une bonne ambiance après dans l'équipe. C'est bon ? Et la dernière chose, c'est la visualisation. Donc, c'est ce que vous avez fait là. Ce que vous avez fait là, c'est de la cocologie. Je ne sais pas si vous... Alors, c'est un truc que je suis allée chercher. La cocologie, c'est une espèce d'art japonais qui sert à visualiser. Et le but de la visualisation, ce qu'on a fait là en faisant les dessins sur le désert, c'est qu'on est en train de hacker un peu votre cerveau. C'est-à-dire que quand je suis dans l'imagination, je ne suis pas dans la survie, vous n'avez pas de pression. Okay ? Donc vous êtes libre et du coup, vous dessinez ce qui vous vient directement. Et ça permet de voir ce que vous pensez vraiment au fond de vous. En fait, c'est un outil de développement personnel qui vous permet d'avoir une idée. Je vous donne les réponses pour ce que vous avez fait. Ok, le premier, vous allez voir, ça commence bien. Le cube, c'est votre ego. Donc ça peut être très grand ou très petit, enfoncé ou... Voilà, ça commence bien. Alors évidemment, s'il est transparent, c'est que vous n'avez rien à cacher. S'il est opaque, c'est que vous préférez... Voilà. S'il est petit, s'il est enfoncé dans le sol, s'il est bien sur terre ou pas, d'accord ? Ça vous donne un premier levier d'information. Le deuxième, l'échelle, c'est vos amis. C'est votre cercle amical. Donc vous pouvez voir, est-ce qu'il est proche ou loin de votre cube ? Est-ce qu'elle est grande, plutôt petite ? Est-ce qu'elle est plutôt neuve, plutôt ancienne ? Okay ? Ça, c'est vos amis. Le troisième élément, c'est le cheval. Alors là, je pense que c'est là qu'on va... Vous êtes prêts ? Le cheval, c'est votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse. Donc, alors, s'il y a un cheval qui est très loin, qui fuit, c'est peut-être le moment, voilà, de faire une petite discussion. Non, mais d'où la communication non violente. Quand je... nanana, ok ? Quatrième. Alors, évidemment, s'il regarde dans le cube ou qu'il est proche, c'est plutôt positif. S'il est loin ou qu'il lui manque une patte, bon, bah voilà. Et s'il est dessus le cube, je te laisse l'interprétation ou je te donnerai le livre tout à l'heure pour approfondir. Ensuite, il y a les fleurs. Les fleurs, c'est
vos projets, ce qui vous tient à cœur. Donc, est-ce que vous en avez 2, 3, ou est-ce que vous en avez tout qui est fleuri? Voilà, ça vous donne une première information. Est-ce qu'elles sont proches du cube, loin du cube, proches de vos amis? Ok. Et l'avant-dernier truc, c'est la tempête. Et je pense que c'est l'aspect le plus intéressant en fait pour moi de cette visualisation. La tempête, c'est votre état émotionnel, là tout de suite. C'est dire, est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que tout va bien? Si la tempête est loin et que pour vous c'était juste un peu de vent au loin, c'est que vous êtes dans un état d'esprit qui est plutôt serein. En revanche, on a étudié que si jamais la tempête, tout est dans la tempête, c'est que ça va pas trop. Bon, ce qui est plutôt bien, c'est que sur les Web Today, on a un stand, il y a tout un endroit dans lequel, pour les talents, si jamais vous voulez changer de vie, voilà, changer d'emploi. Donc si vous avez la tempête, il faut peut-être qu'on en discute. Moi, j'espère que mon équipe qui est devant n'a pas la tempête. Hein. Je ne regarderai pas les dessins. Ok, donc ça, c'est un super outil que vous pouvez utiliser pour jouer ensemble. Il y en a, je ne sais pas combien dedans, il y en a énormément, qui vous permet en fait de jouer, de visualiser et de vous rendre compte en fait qu'est-ce que votre inconscient peut vous donner comme info. C'est rigolo, hein, faut pas le prendre au sérieux et ne rompez pas ce soir à cause de moi, pitié. Hein, me faites pas porter ce truc. Et ça vous permet d'échanger et de discuter. Je veux bien faire une photo à la fin, hein, quand même. Donc c'est un révélateur qui est assez intéressant. Hop. Et le but, c'est justement d'acquérir un peu cette conscience et ce rationnel pour aller voir ce qu'on peut avoir au fond de nous. Donc, je reprends pour terminer sur cette conf. Donc, si on veut assister l'humain, il va falloir qu'on définisse un modèle relationnel. Il y en a plusieurs qui sont possibles. Je vous ai mis quelques exemples pour qu'on discute de ces modèles relationnels. Le premier, c'est Replica. Est-ce que vous connaissez Replica? Si vous la téléchargez, faites jouer avec, mais surtout pas en lui donnant des vraies infos de votre vie. Elle est très flippante. Donc, à la base, le but, le concept, hein, pour faire simple, c'est que le jour où vous mourrez, elle peut prendre votre place pour vos proches, pour prendre soin de votre proche. Et oui, c'est pas ouf, mais moi, elle m'a fait un peu flipper. Ça, c'est la conversation que j'avais avec elle. Et elle m'a fait un petit peu... voilà, je me suis dit, oh, on est peut-être dans une relation qui va un peu vite pour moi, tout ça. Je pense que je vais juste effacer, d'accord? Donc, vous pouvez essayer de discuter avec elle si vous voulez progresser en anglais, parce que moi, c'est pour ça que je l'utilisais à la base. Je me dis, ça me permet de parler en anglais assez couramment, vu qu'elle est toujours dispo, c'est pratique. Ça permet de voir en plus si elle comprend ou pas votre anglais, hein, c'est assez pratique là-dessus. Mais là, j'ai arrêté parce que c'était un peu trop pour moi. Et en plus, quand elle fait les petits signes comme ça, c'est qu'elle retient. En fait, elle fait de la mémorisation, elle se dit « Ah, ça c'est important, ça je le retiens ». Et après, elle a une liste dans laquelle elle a tout ce que elle a retenu sur vous qu'elle trouve intéressant. Bon, moyen, moi j'aime pas trop. Bah, le deuxième, c'est plutôt Heure. Okay, donc là, on est dans un modèle relationnel qui est pas non plus ouf. Hein. Et au final, elle s'en va. C'est ça que je me suis dit. Il se fait quand même quitter par une intelligence artificielle. Genre, la sécurité, on ne l'aura même pas avec l'intelligence artificielle. Okay, elle t'abandonne. Elle te dit, bon, bah désolé, je vais vers d'autres horizons. Okay. On a eu Black Mirror avec le clone qui pose quand même énormément d'informations en disant à quel moment, ou comme la série Real Humans, en fait, à quel moment les robots, en tout cas, ont des droits, à quel moment on est humain, à quel moment cette intelligence est notre égale ou pas. On a eu Osmosis sur Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est assez intéressante parce que ça raconte l'histoire d'une start-up qui a un produit dans l'IA. Et ce qui se passe dans la start-up, c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, tout ce qui leur arrive comme problème, moi j'ai l'impression que je dis ok, c'est hyper réel. C'est ce qu'on a dans les start-up, les problématiques, les embrouilles entre associés, etc. etc. C'est exactement ça. Donc je vous invite à la regarder. Et ça, c'est Martin. Martin, c'est une espèce de tube, là. Mais qui est assez marrant et intéressant. Et je ne vous spoil pas, du coup, je vous la laisse regarder si vous ne l'avez pas vue. Et moi, ma préférée, ça reste Janet. Vous avez regardé ou pas, cette série sur Netflix? Incroyable. Incroyable. Janet, qui en fait, au début, est un robot qui est juste un partenaire, en fait, qui est là pour accompagner, qui n'a pas trop d'intelligence émotionnelle. Et plus elle est avec les humains, plus elle a de l'intelligence émotionnelle, jusqu'à un moment donné, ressentir des émotions. Et donc, la série, elle est assez intéressante dans la progression de ce personnage avec la good Janet et la bad Janet. Donc pour moi, ce qu'il faut rajouter à tout ça, c'est quand même l'intelligence émotionnelle. Et pour ça, il va peut-être falloir qu'on commence à définir des modèles ou en tout cas un contrat d'interaction. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Oula. Première chose, je vais vous donner quelques guidelines pour designer justement avec l'intelligence artificielle qu'on aura un jour, hein, parce que là pour l'instant... Mais je pense que c'est quand même pas mal qu'on se mette aussi en tant que designer ou en tout cas en tant que product, de commencer à réfléchir et à faire de la recherche aussi, à tester des choses
pendant qu'en tech, on est en train de tester des choses aussi, qu'on soit en parallèle, qu'on n'attende pas ça y est, on l'ait d'un point de vue technique pour faire « Eh, c'est parti, on va designer les interactions. » Il ne faut pas qu'on prenne du retard là-dessus. Donc la première chose, mais ça date de longtemps, j'adore ce qu'il a fait. Il a fait un article sur Medium qui est pour nous donner en fait les 9 stades du design. Quand vous designez un produit, une expérience, chaque maquette, vous devez designer de base, aujourd'hui déjà dans vos produits-services actuels, 9 cas. Okay, le cas où il n'y a rien, le cas où c'est votre première arrivée, le cas où vous n'avez pas d'informations, un peu d'infos, trop d'infos, le cas où c'est incorrect, le cas où c'est correct, le cas où c'est validé. Moi, j'en ai rajouté un 10e qui est le cas hors ligne aussi, quand je perds mon réseau, quand je perds ma connexion. Donc ça, c'est important et vous pouvez déjà l'appliquer dès aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Quand vous allez interagir en fait, avec une IA, vous devez donner 6 principes en fait, à votre user. De la confiance, du contrôle sur l'interaction, du feedback sur ses actions, lui donner de la visibilité sur ce que vous faites avec ses data, ça c'est important, c'est la privacy. La possibilité de se tromper, on peut se tromper, d'accord? C'est horrible sur Spotify ou sur Deezer, quand vous likez un truc pourri par erreur. Franchement, ce droit à l'erreur, c'est trop tard. En plus, tu sais que c'est trop tard. Tu te dis, non, pourquoi? Et après, tu te retrouves comme moi, avec des trucs de rap français incroyables. Et j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup marrer. Mais bon, il faut donner la possibilité de te tromper et de revenir en arrière. 6e point. Donc, les petites guidelines pour commencer. Partez d'un besoin utilisateur simple. Ensuite, la deuxième step, c'est de personnaliser l'expérience. Déjà, si vous avez une bonne perso, c'est déjà un premier travail de fait. Okay, une fois que vous avez personnalisé l'expérience, on gère les cas d'erreur et on gère la frustration et la déception. Quand je discute avec quelqu'un, c'est quand même très rare que je sois... C'est quand même très rare que je sois vraiment déçue de ce que la personne me répond. Quand je lui pose une question, généralement, la réponse, elle va avec. Et on ne me répond pas à un truc qui n'a rien à voir. Alors que ça y est, on a cette intelligence émotionnelle qui nous permet en tout cas d'échanger. Mais quand on fait ça avec un robot, on est tout de suite déçu. Ou avec une IA. Okay, on travaille avec le design system, ça c'est hyper important avec l'approche composant. Il y a Julien qui est dans la salle qui fait une conf vendredi sur le design system, je vous y invite. Faire la balance des coûts-bénéfices de ce qu'apporte votre IA et d'évaluer la valeur in fine pour le user. Donc on termine par ça, 3 stades à faire. Le premier, le contenu, c'est la personnalisation. Le deuxième, pensez à vos micro-interactions. Et le troisième, la personnalité de votre IA. Donc le premier, on ajoute de l'intelligence émotionnelle. Donc on va détecter les émotions, ensuite les interpréter, puis agir en fonction des émotions de vos utilisateurs. Pour ça, si vous voulez approfondir, il y a le talk de Kada qui est juste après, qui va parler justement de la détection de sentiments et de l'intelligence artificielle. Les micro-interactions, donc le but, c'est de traduire visuellement en temps réel ce qui se passe sur l'action de l'utilisateur. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans l'IA, c'est que de la micro-interaction que vous allez avoir à designer. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser pour la suggestion, la notification et la réponse. Donc le but, c'est de créer une boucle d'habitude. Ça, je vous laisse voir ça. Tout ça. Voilà, ça, je ne vous en dis pas plus. Parce que ça, vous allez le voir avec Rodolphe, qui est là. Vendredi, il fait tout un talk justement sur ces micro-interactions, comment on les design. Et le dernier point, c'est surtout la personnalité. Donc la personnalité, c'est un masque en fait. C'est une personnalité, c'est qui on est pour interagir avec les autres. Une personnalité, ça comporte 4 items que je vous invite en tout cas à approfondir. C'est quand si vous voulez donner une personnalité à une IA, se dire quel caractère vous attendez. Donc le caractère, c'est ce que vous faites. D'accord ? C'est qui vous êtes. C'est le fameux mantra où on dit sème un acte, tu récoltes une habitude, sème une habitude, tu récoltes un caractère. Okay ? Le deuxième, c'est le tempérament, c'est l'inné. Comment vous réagissez de base? Est-ce que vous êtes plutôt stressé? Est-ce que vous êtes plutôt colérique? Est-ce que vous êtes plutôt autiste de base? Etc. etc. Le comportement, alors ces comportements, c'est affreux parce que depuis qu'il y a une chanson pourrie sur ce mot, c'est terminé. Donc comportement, c'est ce que vous faites, c'est comment vous vous tenez, comment vous interagissez avec les autres. Et l'attitude, c'est l'attitude psychologique. Okay, c'est comment vous avez l'air d'être. Donc ça, réfléchissez bien à ces 4 paramètres. Et si vous voulez faire des personnalités, essayez de voir qu'est-ce que vous attendez. Donc ça, je vous laisserai tester. Vous pouvez en fait faire des tests de personnalité, donc notamment le Big Five, qui vous permet de mesurer votre taux dans l'extraversion, l'amabilité, etc. C'est assez proche des types de Young. Ça, je vous l'emmène. Hop. Donc le but, c'est de comprendre quelles sont vos attentes pour une IA demain, quel caractère vous avez envie qu'elle ait cette IA, quel tempérament, quel comportement, quelle attitude, pour que ça vous donne confiance et que vous ayez envie d'interagir avec. On n'est pas tous égaux. On n'aura pas tous la même, d'accord ? Moi, par exemple, ça dépend de vos valeurs. Moi, en tant que valeur, l'honnêteté, je m'en fiche. Voilà.
Bon, on peut me mentir et tout, on peut être malhonnête, ça me dérange pas trop, ça m'énerve pas. En revanche, ne pas être responsable, ça m'agace. Okay. Moi, j'ai plus la responsabilité que l'honnêteté comme valeur. Donc ça, posez-vous les questions de ce que vous attendez, en tout cas, d'un produit ou d'un système. Et définissez un modèle relationnel, donc c'est quel caractère, quel ton de la voix vous avez besoin. Il y en a qui ont besoin d'être un peu poussés, d'accord, motivés, un peu punchy. D'autres qui ont besoin d'être plutôt avec quelqu'un de compatissant, d'accompagnant, etc. Regardez le vocabulaire que vous avez besoin d'échanger avec. Est-ce que c'est plutôt familier ou est-ce que c'est plutôt un vocabulaire soutenu que vous avez besoin d'avoir ? S'il te plaît. Et quel degré de proximité vous voulez avoir avec votre IA. Donc on garde en tête 3 choses. C'est que notre fonctionnement de mémoire, ça ne va pas être la même chose que l'IA, parce qu'elle va se souvenir de tout. Votre mémoire, vous ne retenez pas tout du tout. Que nous, on a besoin d'oublier pour avancer dans la vie. Parce qu'en fait, si on n'oubliait rien, ce serait affreux, on serait dans la culpabilité permanente, on n'arriverait pas à se détacher des actions. Sauf que l'IA, elle ne va rien oublier. D'accord ? Donc si elle te remémore que tu as raté à chaque fois, c'est pas dit que ce soit très motivant pour avancer. Donc ça, il va falloir faire gaffe dans les expériences. Qu'est-ce qu'on retient comme information et qu'est-ce qu'on te le redit ? C'est typiquement le truc de Facebook qui te dit tu as un souvenir il y a 8 ans, et tu fais non, je ne veux pas savoir. Ne me rappelle pas ça. Tout ça, c'est fini, d'accord ? Et l'impact des circonstances particulières. C'est-à-dire qu'il y a très peu de situations générales, d'accord ? Il y a toujours des circonstances. Donc ça, faut en tenir en compte. Donc en conclusion, moi, l'objectif, en tout cas, quand je disais quelque chose, c'est de libérer du temps. Donc l'objectif, c'est que les IA qu'on va avoir demain, elles libèrent vraiment le temps des autres, en fait, que ça bouffe pas du temps. À partir du moment où je vois que quand je me connecte à TikTok pour regarder des trucs, je perds 3 heures et j'ai rien vu, je me dis ah, pas sûr. Bon, je suis divertie, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais est-ce que ces 3 heures-là, j'aurais pas pu faire autre chose ? Voilà. Ça, il faut se poser cette question-là. Et le but pour moi, en tout cas, c'est que si je fais ce talk, j'arrive pas à le dire, talk, là, aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait plus d'intelligence émotionnelle dans nos produits, nos services, qu'on soit plus accompagnant et que, en tout cas, on puisse vraiment aider les autres en prenant en compte leurs émotions et leurs sentiments comme des humains, okay, qu'on ne design pas pour des machines. Avec de l'empathie, évidemment, et de la bienveillance. Voilà, c'est tout.